Et c'est parti pour une nouvelle vidéo synthèse de cours sur le chapitre équilibre acido-basique en chimie. Cette vidéo fait suite à celle que j'ai faite déjà sur les réactions acide-base dans laquelle on a parlé du pH, des ions H3+, on a défini les notions d'acide et de base, etc. Je te mets le lien dessus de ma tête, c'est important que tu visionnes cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'elle constitue en quelque sorte l'introduction sur les réactions acide-base. Dans cette vidéo, tout de suite maintenant, on va parler spécifiquement des équilibres acido-basiques. On va s'intéresser à la notion d'acide faible et à ce qu'il se passe quand tu mets un acide faible en réaction dans l'eau. Donc on va démarrer tout de suite là-dessus et on va dérouler toutes les notions qu'il faut dérouler sur ce chapitre-là. Alors comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager. Si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu veux des cours particuliers, si tu veux de l'accompagnement personnalisé, regarde tout ce que je te propose sur mon site. Il y a vraiment beaucoup de choses pour progresser. Si tu as des questions sur comment je fonctionne, envoie-moi un message sur Insta ou bien envoie-moi un message par email, je me ferai un plaisir de te répondre. Donc on commence tout de suite avec AH qui est un acide faible. Comme d'hab, on démarre de rien et on va reconstruire toutes nos notions. Donc un acide faible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa réaction dans l'eau, réaction dans l'eau limitée. Donc limitée, ça veut dire que la réaction n'est pas totale. Alors si tu te souviens, dans la vidéo qu'on avait fait là sur les réactions acide-base, je t'avais montré comment on écrivait des réactions acido-basiques en passant par les demi-équations. Je ne vais pas le faire tout de suite, je vais tout simplement dire que AH, quand je le mets en réaction dans l'eau, ça me donne A- plus H3O+. Ok, je passe le détail, hein, on va aller au plus vite. Donc ça, tu dois savoir le faire par toi-même. Donc, pourquoi est-ce que je fais apparaître cette double flèche? J'en avais parlé aussi un petit peu dans la première vidéo, parce que justement la réaction est limitée. Du coup, on ne doit pas faire apparaître une simple flèche. On a une double flèche pour signifier qu'on va atteindre un état d'équilibre. C'est quoi un état d'équilibre réactionnel? Eh bien, c'est le moment où les concentrations des produits et des réactifs n'évoluent plus. Donc, les concentrations des réactifs et des produits d'un point de vue macroscopique, bien sûr, n'évoluent plus. Parce qu'après, d'un point de vue microscopique, tu peux considérer qu'il y a deux réactions qui se font dans les deux sens, et c'est pour ça qu'on met la double flèche. Tu as une réaction qui se fait dans le sens direct, et l'autre qui se fait dans le sens indirect dans les mêmes proportions, ce qui fait que macroscopiquement, les concentrations n'évoluent plus. Mais après, voilà, si on va au tout petit dans l'infinitésimal, alors tu as des variations, mais bon, on ne s'intéresse pas à ça. Nous, on dit que globalement, globalement, les concentrations des réactifs et des produits n'évoluent plus. C'est stabilisé, c'est donc un équilibre. Ok, équilibre, tu peux rapporter ça, équilibre, tu peux rapporter ça à la notion de stabiliser. Voilà, ça c'est moi qui te le dis comme ça pour que tu comprennes. Mais normalement, ça pose pas de problème, la notion d'équilibre. Et donc, à l'équilibre, on s'intéresse à quoi? Alors ça, c'est un truc qu'on fait normalement, on devrait le faire avant de faire le chapitre équilibre acido-basique. On devrait faire le chapitre qui s'intitule, je prends toujours ma petite fiche qui fait le listing de mes fiches synthèse parce que je ne me souviens pas des noms par cœur, qui s'intitule Équilibre d'une réaction chimique. Équilibre d'une réaction chimique, en fait, c'est un chapitre dans lequel on va te parler justement des équilibres réactionnels et on va te parler des constantes, des quotients de réaction, constante d'équilibre ou quotient de réaction. Et là, en fait, je vais t'introduire la constante d'équilibre dans le cas d'une réaction acido-basique. Et c'est dommage de ne pas faire l'autre chapitre avant pour ceux qui ne font pas l'autre chapitre avant, parce que la notion de constante d'équilibre, on la comprendrait plus facilement. En fait, on va introduire une constante d'équilibre qui va comparer les concentrations des produits à l'équilibre, justement. Donc je multiplie entre elles les concentrations des produits et je divise ça par les concentrations des réactifs à l'équilibre. Et je fais une comparaison. Et cette comparaison, en fait, je l'appelle constante d'équilibre. Comme on est dans le cadre d'une réaction acido-basique, on l'appelle constante d'acidité. Ok? Constante d'acidité dans ce cas particulier. Et on la note Ka, acidité. Alors, avant de t'expliquer globalement et en gros ce que représente Ka, on va juste préciser que Ka, c'est une constante sans unité. Je vais te préciser aussi que normalement, en fait, il faut faire apparaître dans cette relation la concentration standard, c'est 0, qui vaut 1 mol par litre.
qui apparaît mathématiquement quelque part pour justifier que le nombre global Ka final que tu obtiens au final n'a pas d'unité, donc il est sans unité. En fait, jusqu'à l'année dernière, donc là on est en 2020, l'année dernière tu avais encore l'ancien programme de Terminal S et on ne faisait pas apparaître cette concentration C0. D'ailleurs, même moi quand j'ai appris ça il y a longtemps maintenant, on m'a pas appris ça, les constantes d'équilibre avec C0. Par contre, moi j'ai appris que dans la constante d'équilibre, on ne faisait pas apparaître la concentration du solvant, ok, qui est considéré comment dire, largement supérieur en termes de concentration à tout le reste. Et le solvant, en fait, on le faisait apparaître en bas, mais en gros, il est égal à 1. Du coup, du point de vue des unités, mol par litre, mol par litre, mol par litre, mol par litre, tout en mol par litre. Du coup, il se passe quoi? Eh bien, tu as tout qui s'annule, tu n'as pas d'unité, et puis tout va bien. Et du coup, en fait, pour justifier ça autrement, on peut faire apparaître un petit C0 de partout, qu'on appelle concentration standard, et qui nous permet de dire que du coup, ça c'est sans unité, ça c'est sans unité, ça c'est sans unité, du coup K est sans unité. Bon, dans l'écriture simplifiée, on sait que K n'a pas d'unité et on ne fait pas apparaître ces zéros. Ok? Ça c'est pour que tu comprennes bien pourquoi dans mes autres vidéos tu ne verras pas non plus ces zéros apparaître. Parce qu'il n'y en a pas besoin. Parce que c'est égal à 1 mol par litre. Ok. Donc sans unité et les concentrations sont exprimées, quant à elles, en mol par litre quand tu veux faire tes calculs. Voilà. Ça va? Donc ça, c'est la constante d'équilibre qu'on appelle constante d'acidité. À quoi sert cette constante? Concrètement, cette constante, elle te sert à comparer plutôt la force d'un acide, c'est-à-dire son aptitude à réagir avec l'eau. Pourquoi? Parce que tu mets en comparaison, pour une réaction donnée, la concentration des produits par rapport à la concentration des réactifs, enfin du réactif AH. Et du coup, si la réaction elle s'est bien faite, si j'ai bien avancé vers l'état maximal réactionnel, il va se passer quoi? Il va se passer que je vais avoir plus de produits que de réactifs. Ok, j'aurai plus beaucoup de réactifs à la fin. Du coup, ma constante Ka sera importante. Ka d'autant plus grande que la réaction est avancée. Dans l'autre sens, si la réaction n'a pas trop avancé, c'est-à-dire qu'elle est très limitée et que je ne fabrique pas beaucoup de produits. Du coup, si elle est très limitée, j'ai pas beaucoup de produits à l'état d'équilibre. Donc en haut, j'ai quelque chose d'assez faible. Et puis en bas, la concentration des réactifs elle va être beaucoup plus importante. Donc il va se passer quoi? Tu vas avoir une constante d'acidité plus faible. Ok? Donc déjà là, je te fais toucher du doigt le fait que la constante d'acidité elle va permettre de comparer la force des acides entre eux. Sauf que si tu veux faire une comparaison sur la base de la constante d'acidité, tu vas te retrouver à dresser une échelle avec une différence d'ordre de grandeur importante. Peut-être que tu vas avoir par exemple 10 puissance 7 d'amplitude entre le mini et le maxi. Je te dis ça au hasard, hein, c'est juste un exemple pour illustrer. Quand tu as une échelle avec une grosse amplitude de comparaison entre le mini et le maxi, c'est que ton échelle n'est pas adaptée et c'est qu'il faut faire un truc plus adapté, à savoir le passage en échelle log. Et c'est ça qu'on fait aussi par exemple dans le chapitre de l'acoustique, quand on passe de l'intensité sonore en watts par mètre carré avec des 10 6, 10 4, 10 truc, ok, on veut comparer les intensités sonores mais c'est pas adapté pour construire une échelle adéquate. Du coup on fait quoi? On passe en niveau sonore grâce à l'échelle logarithmique et on se retrouve à construire une échelle beaucoup plus adaptée. Ben, c'est le même principe, là on va passer en échelle logarithmique. Et donc en échelle logarithmique, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va introduire pKa égale moins log de Ka. pKa égale moins log de Ka. Ok? Ensemble, on va regarder un petit peu pour quelle valeur de pKa. Est-ce qu'il faut que pKa soit fort ou est-ce qu'il faut que pKa soit faible pour que l'acide soit d'autant plus fort? Alors on a dit ensemble, quand je t'expliquais la constante, on a dit ensemble que plus Ka est grand, plus l'acide est fort. Entre guillemets, quand je dis est fort, ça veut dire que sa réaction
d'autant plus avancée avec l'eau. Sa réaction avec l'eau est d'autant plus avancée. Donc imaginons qu'on ait un acide 1 plus fort qu'un acide 2. J'ai un acide 1 plus fort qu'un acide 2. Ça veut dire que le Ka de l'acide 1, il est plus grand que le Ka de l'acide 2. Ça va? Tu me suis jusque-là? Ça veut dire que, en passant avec la fonction logarithme, le log de Ka de l'acide 1, il est plus grand que le log de Ka de l'acide 2. Le comparateur reste inchangé parce que la fonction logarithme décimale est une fonction croissante. Maintenant, je multiplie par moins 1 et j'obtiens moins log de Ka de l'acide 1 est inférieur à moins log de Ka de l'acide 2. Pourquoi inférieur? Pourquoi changer? Parce que j'ai multiplié par un nombre négatif. Comparateur change. Moins log de Ka de l'acide 1, bah c'est quoi? C'est pKa1 est inférieur à pKa2. Et en fait, qu'est-ce que je viens de te remettre en évidence? Que plus l'acide est fort, entre guillemets, plus son pKa est faible. Donc, regarde ce qu'on va retrouver ensemble. On va retrouver que dans ton échelle de comparaison de la force des acides, donc là j'ai pKa croissant vers le haut. Alors le maxi il est à 14. Bon, on s'en fout de la flèche, tu vas pas au-delà de 14, mais voilà, on va aller de 0 à 14. Le mini il est à 0. Eh bien, l'acide le plus fort, c'est celui qui a le pKa le plus faible. L'acide le plus fort, c'est H3+, et l'acide le plus faible, c'est H2O. Ok? Et donc, on compare la force des acides comme ça. Force des acides croissante. Plus le pKa diminue, croissante, plus le pKa diminue, plus l'acide est fort. Voilà. Voilà concrètement à quoi sert. Je t'ai fait ce petit topo, tu vois, j'ai pris un peu de temps, j'ai dû prendre environ 7 minutes depuis que j'ai commencé à te parler de la constante d'acidité. Mais j'ai voulu t'en parler un petit peu en détail pour que tu comprennes concrètement ce que tu manipules quand tu manipules la constante d'acidité et les pKa. Donc en fait, pour un couple donné, pour un couple AHA- donné, on a une valeur de pKa. Maintenant, on peut faire plus que ça avec cette histoire de pKa. Regarde ce qu'on peut faire. Autre relation. Et là, je vais te la démontrer parce qu'on va se ramener en fait sur le diagramme de prédominance. Autre relation, la relation entre pH et pKa. Donc, je pars de pKa égale moins log de K. Je vais te la démontrer. Tu vois, c'est vraiment une vidéo où je vais prendre le temps de te montrer absolument toutes les choses. Alors, comme d'habitude, hein, je te dis, c'est pas utile pour moi d'apprendre par cœur les choses. Tu connais mon point de vue sur la question, mais je peux me répéter parce que c'est pas un problème de se répéter. Apprendre par cœur, c'est une méthode à très court terme qui va fonctionner, qui va pas fonctionner, qui va te donner l'illusion que tu as fait du taf, mais qui en fait ne sert quasiment à rien du tout. Pourquoi? Bah parce que en apprenant par cœur, tu vas connaître ton cours un peu, mais tu vas pas du tout être capable de l'appliquer. Et en fait, tu vas arriver sur des exercices dans tes contrôles, interro ou même au bac, des exercices où tu lis l'énoncé, mais tu vas pas être capable d'interpréter l'énoncé. Là, l'une des phrases les plus classiques que j'entends dans la bouche des élèves quand des élèves me demandent de les accompagner, de les coacher, etc., c'est la phrase donc ouais, mais moi j'apprends mes cours, je travaille beaucoup, je révise beaucoup, mais quand je suis face au contrôle, devant la feuille, machin truc, devant l'interro, j'arrive pas à appliquer. Tu vois, c'est un truc, j'ai entendu ça de nombreuses fois, de très nombreuses fois, j'arrive pas à appliquer mon cours. Ben oui, parce que quand tu te contentes d'apprendre ton cours et juste par cœur comme une poésie, tu ne sais pas l'appliquer. Pourquoi? Bah parce que tout simplement ton cours il représente rien pour toi. Pour que le cours représente quelque chose, il faut que ce genre de relations, tu sois allé les creuser un peu. Si tu te contentes du résultat qui va apparaître en bas de ma page là dans 2 secondes, si tu te contentes d'apprendre le résultat, tu ne sais pas appliquer ton cours. Ok? Tu ne sais pas appliquer ton cours, tu sais juste recracher ton cours, ce qui n'est pas la même chose. Sauf que dans les gros exercices de physique-chimie, notamment en terminale, on attend de toi de savoir comment dire, utiliser concrètement ton cours comme un outil. Surtout dans des exercices genre résolution de problèmes, tu vois. Et pour faire ça, bah, il faut que tu sois bien à l'aise
sur chaque étape de ton cours. Voilà pourquoi je te dis que c'est important de maîtriser ces choses-là. Voilà pourquoi je te les montre. Moi, en tout cas, c'est ma démarche. C'est comme ça que je fais. Et puis après, je sais que certains profs ne sont pas d'accord. Mais bon, après, chacun sa pédagogie. Alors ici, en fait, tu as une technique, en fait, un outil mathématique sur le logarithme. Il faut savoir que le logarithme de a fois b, c'est égal à log a plus log b. Hop. Du coup, ce qui se passe, c'est que là, je vais me retrouver avec log moins log de h3 plus à l'équilibre, moins log de a moins sur ah à l'équilibre. Donc ça, c'est le pk. Et moins log de h3 plus, ça je connais, c'est le pH. Donc pk égale pH moins log de a moins sur ah. Voilà où on en est. Et avec cette relation, c'est ça qui va nous permettre de dresser le diagramme de prédominance. Alors je vais plutôt l'écrire dans le sens pH moins pKa égale log de a moins sur ah. Voilà. Si j'ai moins de a moins à l'équilibre que de ah, c'est-à-dire si ah est prédominant, si j'ai beaucoup plus de réactifs, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que a moins sur ah, regarde bien la démonstration, là encore c'est beaucoup de maths, a moins sur ah c'est plus petit que 1, donc là j'ai divisé par ah, ok? A moins sur ah est plus petit que moins, maintenant si je compare, si je passe à la fonction log, ça me fait log de a moins sur ah est plus petit que log de 1. Sauf que log de 1, c'est égal à 0. Et log de a moins sur ah, c'est pH moins pk. Ça veut dire que quand je pars dans le cas, hop, quand je pars dans le cas où a moins est plus petit que ah, ça me fait arriver à dire que pH moins pk est négatif. C'est-à-dire que pH est inférieur à pk. Et bien avec ça, on construit ce qu'on appelle un diagramme de prédominance. En fait, c'est une échelle. Je vais localiser une petite marque comme ça pour désigner qu'ici j'ai la valeur du pK. C'est une échelle de pH, c'est une échelle d'évolution de pH. Et en fait, pour toutes les valeurs de pH qui sont inférieures au pK, d'accord? Toutes les valeurs de pH inférieures au pK, je suis dans cette situation-là. Et bien, dans toutes ces valeurs de pH inférieures à pK, pour toutes ces valeurs-là, ça me place dans la situation où A- est minoritaire par rapport à AH. Dans l'autre sens, AH est majoritaire par rapport à A-, puisque la concentration de H est largement supérieure à la concentration de A-. Donc AH c'est majoritaire, AH c'est prédominant. Et donc je marquerai juste AH prédomine. Voilà, diagramme de prédominance. Tu comprends? Les choses viennent comme ça. Et puis de l'autre côté, on pourrait montrer, mais je ne le fais pas, amuse-toi à le faire si tu veux. Quand tu pars du cas de figure où A- est supérieur à AH, tu en arrives à dire que pH moins pK est positif. Donc c'est quand pH est supérieur à pK. Et du coup, quand pH est supérieur à pK, c'est A- qui prédomine. Voilà le diagramme de prédominance globalement. Et donc ça, il va nous servir dans les exercices concrètement à pouvoir dire rien qu'avec la valeur de pH et en se comparant à pK, ça va nous permettre de pouvoir dire si c'est AH qui prédomine dans la solution ou si c'est plutôt A-. Une fois que je t'ai dit ça, je vais te rajouter quoi? Je vais te rajouter le produit ionique de l'eau. Alors l'autoprotolyse de l'eau et le produit ionique de l'eau. Autoprotolyse de l'eau et le produit ionique. Alors l'eau, tu sais que c'est à la fois un acide et une base. Quand l'eau est un acide, elle forme sa base conjuguée H- et elle libère un proton H+. Et après l'eau en tant que base, elle capte H+, et elle forme son acide H3O+. Et en fait, quand tu écris l'équation bilan de ça, ça te fait H2O plus H2O, donc 2H2O donne H- plus H3+. Alors ça, c'est une réaction très limitée, sache-le. C'est une réaction très limitée. Et elle s'appelle autoprotolyse de l'eau. C'est quand deux molécules d'eau réagissent ensemble pour former du H- et du H3+. Sache que cette réaction, elle a lieu aussi dans tous les milieux aqueux. Tu vois, dans un verre d'eau, par exemple, si tu as un verre d'eau posé sur ton bureau, cette réaction a lieu dans ton verre d'eau sans que tu le vois.
Et donc, en fait, à cette réaction-là, on va introduire une constante d'acidité particulière qu'on ne va pas appeler Ka, constante d'acidité particulière. On ne va pas l'appeler Ka, on va l'appeler Ke. Et Ke, elle va donc être égale à concentration de H- à l'équilibre fois concentration de H3O+, à l'équilibre. Ok? Alors, toujours pareil, il y a le C0 qui intervient, mais je ne le mets pas. Mais en tout cas, sache que Ke, c'est sans unité. Et sache que H- et H3O+, on les considérera en mol par litre. Mais on a la concentration C0 qui vient faire sauter mes mols par litre pour bien obtenir que Ke est sans unité. Concrètement, à quoi sert Ke? Ke a une valeur donnée pour une température donnée. Une valeur donnée pour une température donnée. Ok? À 25 degrés par exemple, Ke, ça va être égal à 1 10-14 sans unité. Ça veut dire qu'avec Ke, j'ai moyen d'avoir une relation entre la concentration des ions H- et la concentration des ions H3O+ dans une solution. C'est intéressant parce que dans un exercice, ça me permettra par exemple, si je connais la concentration des ions H3O+, ben je pourrais déduire la concentration des ions H-. Tu as compris? Il suffira juste d'isoler. Voilà, donc après l'utilisation de Ke concrètement dans les exos, ça il faut le faire en entraînement. Donc là, c'était pour te parler de la constante d'acidité, le produit ionique. Ouais, je t'ai pas dit que ça s'appelait produit ionique. Donc Ke, ça s'appelle produit ionique de l'eau. Voilà. Et puis pour finir, il y a aussi le cas particulier des acides alpha-aminés, mais je ne le fais pas parce que la vidéo elle est déjà assez longue et je pense que je t'ai déjà expliqué pas mal de trucs. Si tu veux regarder le cas particulier des acides alpha-aminés, tu complètes cette vidéo avec la fiche synthèse sur les réactions acide-base que tu trouveras sur mon site. Petit rappel, sur mon site internet, tu as les fiches synthèse sur la plupart des chapitres là, de physique-chimie qui sont faits déjà, et tu as également d'autres vidéos synthèse sur d'autres chapitres de physique-chimie ou de maths qui sont pas toutes sur YouTube. Certaines sont réservées donc à mes abonnés, enfin à mes abonnés de mon site internet. Et voilà, donc si tu veux avoir d'autres vidéos synthèse du même type que celle que tu viens de voir sur d'autres chapitres de physique, chimie ou de maths, n'hésite pas à aller voir tout ce qu'il y a déjà. Et puis regarde tout ce que je te propose sur mon site internet. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet tout ce que je te propose. Et sur ce, je te souhaite une bonne motivation. Travaille bien, j'espère que tu as bien compris tout ce que je t'ai expliqué. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!